Et donc, comme vous l'avez déjà pressenti dans l'invitation du Statec pour ce séminaire, le Statec va publier aujourd'hui un nouveau document dans sa série en chiffres, donc après le tourisme en chiffres, après la démographie en chiffres. Maintenant, nous attaquons la question de l'environnement. Il a été déjà dit par Monsieur le directeur général, cela fait partie de notre programme de travail sur la transition écologique qui vise à produire et diffuser des statistiques sur le domaine de l'environnement, mais également faire de la modélisation. Aujourd'hui, on va vraiment inscrire cette publication dans notre volonté de diffuser des informations sur l'environnement vers un grand public. Alors cette publication pourrait se présenter aussi comme une collection de chiffres issus de différentes administrations luxembourgeoises et je profite de l'occasion pour les remercier. On peut également se poser la question pourquoi cette publication maintenant? On est tous conscients de l'urgence climatique, on est tous conscients de la perte de biodiversité et il était important pour le Statec également de contribuer à sa manière à la sensibilisation du public à ces questions importantes. C'était aussi important pour nous de publier à nouveau sur ce sujet, car il faut savoir que la dernière publication qui avait ce format, l'environnement en chiffres, a été publiée en juillet 2003. Donc ça fait 20 ans qu'on n'a plus publié sous ce type de format sur la question des statistiques de l'environnement. Alors bien sûr, entre-temps, vous connaissez le portail des statistiques publiques, le portail du Stat, toute une série de statistiques disponibles. Et d'ailleurs, dans la présentation, en dessous de chaque graphique, vous avez le lien hypertexte qui vous permet de directement accéder aux données de base de cette publication. Alors, lors de la publication d'il y a 20 ans, on avait une approche un peu scolaire dans l'organisation des chapitres. On avait un chapitre sur l'eau, un chapitre sur les déchets, un chapitre sur l'air. Ici, on a essayé d'être un peu plus innovant et on a structuré nos chapitres sous forme de questions. Comme je l'ai dit, on essaie de sensibiliser le grand public et on s'est dit, tiens, on va sélectionner 7 questions et on va essayer à partir de nos statistiques, de nos indicateurs, de répondre, bien sûr, en partie uniquement à ces questions. Donc le premier chapitre porte sur la question, est-ce que le changement climatique est présent au Luxembourg? Le deuxième chapitre porte sur la biodiversité est-elle en danger? Le chapitre 3, notre société devient-elle plus décarbonée? Chapitre 4, notre empreinte environnementale devient-elle plus légère? Chapitre 5, sommes-nous sur le chemin de la zéro pollution? Chapitre 6, notre économie devient-elle plus verte? Chapitre 7, de quel instrument financier disposons-nous de rendre notre environnement plus durable? Commençons directement avec la question du changement climatique. Alors, l'urgence climatique, c'est quelque chose, la plupart d'entre vous sont au courant, qu'il y a un réchauffement au niveau mondial des températures, notamment. On a des statistiques mondiales à ce niveau-là, mais la question est de savoir, est-ce que nous, au niveau du Luxembourg, on voit vraiment un impact du changement climatique? Alors, parlant de réchauffement, on s'est dit le premier indicateur que l'on pourrait regarder, ce sont les températures. Et ce que nous avons fait, nous avons pris 2 séries. Une série, elle est de 1961 à 1990, c'est la courbe jaune sur le graphique, et nous avons pris une deuxième série, et la continuité de 1991 à 2020. Et nous avons calculé les températures moyennes mensuelles. Et nous comparons donc ces 2 séries. Et ce que nous voyons, c'est que systématiquement, les températures pour la série 91-2000 sont supérieures à la série de 1961 à 1990. En moyenne, cette différence est de plus 0,9 degrés.
Alors bien sûr, ça dépend d'un mois à l'autre. La plus grande différence est observée au mois de juillet, où on a une différence de 1,4 degré. Et pour d'autres mois, comme le mois de septembre, les différences ne sont pas significatives, bien que positives. Donc ici, on a déjà une première indication qu'au Luxembourg, on a aussi une augmentation des températures au cours du temps. À côté des températures, on peut se poser la question, est-ce que les précipitations ont également évolué? Alors, on a regardé la pluviosité mensuelle à nouveau sur ces deux séries, et là, la situation n'est pas aussi claire. Ce qu'on peut observer, c'est que durant les mois hivernaux, donc principalement décembre et janvier, on a une augmentation de la pluviosité, environ 21%. A contrario, au printemps, en mars et en avril, on a une réduction de la pluviosité, respectivement de moins 15% et moins 12%. Donc ici, bien que n'ayant pas de tendance claire, c'est quand même très problématique, car comme vous le savez sûrement, au niveau du rechargement des nappes, au niveau du rechargement des aquifères, cela se déroule principalement de novembre à avril. Et donc, si on a une réduction de la précipitation en mars et en avril, on aura probablement, et on observe déjà des difficultés pour le rechargement des nappes. Alors, certains pourraient me dire, oui, mais comme on a plus de pluviosité au mois de décembre, est-ce que ça ne compense pas les pertes du mois de mars et avril? Dans les faits, ce n'est pas le cas, car pour pouvoir avoir une pluie efficace qui recharge les nappes, on a tout d'abord besoin que le sol soit gorgé en eau. Et donc les pluies qui arrivent au mois de novembre, au mois de décembre, ne permettent pas directement de recharger les nappes. Donc ici, en conclusion, sur cet indicateur, et pour répondre à la question, est-ce que le changement climatique impacte également le Luxembourg, nous voyons qu'on va avoir un problème de rechargement des nappes liés à des changements de la pluviosité. Je passe maintenant, puisque le but de la présentation est de vous donner une vue d'ensemble de cette nouvelle publication, au chapitre 2 qui porte sur la biodiversité. Donc la perte de biodiversité qui est également un problème qu'on retrouve partout sur la planète, avec comme cause principale la réduction des habitats et également l'utilisation exagérée de pesticides. Au niveau des habitats, vous savez que le Luxembourg est un pays très boisé, 36% de son territoire est boisé. Au niveau de l'écosystème urbain, il ne représente que 1,5% du territoire. En 2018, c'est une augmentation que de 1,4 point de pourcentage au cours des 20 dernières années. Mais donc, il est intéressant de voir pour le principal écosystème qui est l'écosystème de forêt, est-ce que la biodiversité se dégrade? Et là, nous avons un indicateur qui est suivi de longue date par l'administration de la nature et des forêts, qui est l'état phytosanitaire des forêts. Et là, ce qu'on observe, c'est qu'en 1985, les forestiers qui réalisaient ces évaluations classaient encore 79% des arbres comme sans dommage. Cette valeur a diminué au cours des 10 années suivantes pour atteindre en 1995 32% des arbres comme non endommagés. Ce pourcentage est resté relativement faible en fait jusqu'en 2019, où à partir de 2019, on a une nouvelle chute où actuellement, et vous le voyez sur ce graphique pour l'année 2022, uniquement 15% des arbres ne sont pas endommagés dans nos forêts. Et ce qui est intéressant de voir aussi pour l'année 2022, c'est que c'est sur cette dernière période également où on a plus de 50% de nos forêts qui sont classées comme nettement endommagées. Plus de la moitié de la forêt ont des arbres nettement endommagés. C'est quand même quelque chose d'inquiétant au niveau de l'habitat et de la biodiversité qu'on peut retrouver dans nos forêts. À côté des forêts, on a essayé de trouver d'autres indicateurs. On a repris un indicateur qui s'appelle Bird Index.
français, c'est le suivi temporel des oiseaux communs, permet de suivre dans le temps et dans l'espace l'évolution des populations d'oiseaux nicheurs, généralistes et spécialistes, aussi bien sur les espaces agricoles que les espaces forestiers. Ici, je vous ai mis en bleu le Bird Index pour les zones forestières. Bien qu'on voit une certaine variabilité au cours des années, et notamment avec des années basses en 2014 et en 2019, la tendance est relativement stable au niveau des populations d'oiseaux forestiers. Et à l'inverse, si on regarde les zones agricoles, donc ici en jaune sur le graphique, là on note quand même sur les années 2011 et 2015 un net déclin de l'indicateur, donc c'est une chute de l'ordre de 37% en 5 années. Heureusement, ensuite, une certaine stabilisation de 2015 à 2019 et plus surprenant, cette augmentation en 2020. Il y a peut-être aussi quelques explications au niveau méthodologique qui sont possibles, mais cette augmentation n'a pas été confirmée en 2021 puisque l'indicateur redescend déjà. Donc voilà, en conclusion, pour les populations d'oiseaux, de manière générale, relativement stable au niveau forestier, un certain déclin a été observé au niveau agricole. Bien sûr, cet indicateur, c'est une valeur moyenne sur les populations d'oiseaux. Cela n'empêche que pour certaines espèces, elles deviennent vraiment en voie de disparition, comme par exemple l'alouette des champs au niveau des zones agricoles. Alors, je reviens à la question de l'urgence climatique et des impacts que cela peut avoir. Nous sommes, je pense, tout pays dans l'obligation d'agir et une solution possible, c'est d'essayer de faire évoluer nos modes de consommation d'énergie et nos modes de production industrielle et agricole vers une société qui serait décarbonée. Regardons si notre société évolue vers la décarbonation. L'indicateur clé, c'est bien sûr les émissions de gaz à effet de serre. Donc ici, ce sont des statistiques issues des inventaires de gaz à effet de serre. On venait d'une situation où, sur les années 2000 et 2005, on était en augmentation des émissions pour arriver à une valeur maximum en 2005 de l'ordre de 13 millions de tonnes CO2 équivalent. Et depuis lors, on voit un déclin des émissions sur le territoire pour arriver en 2021 à une valeur de l'ordre de 9,4 millions de tonnes CO2. Donc, ça correspond à une diminution de 28% au cours de ces 17 années. Rappelant également que l'objectif national proposé dans le PNEC est une réduction de moins 55% à l'horizon 2030 par rapport à l'année 2005. Donc, cette tendance à la baisse des émissions sur le territoire, ici présentée en valeur absolue, on peut également la regarder en valeur relative, c'est-à-dire les émissions par habitant. On arrive évidemment aux mêmes conclusions. On a une réduction des émissions par habitant au cours du temps pour arriver à 14 tonnes CO2 par habitant en 2020. Cette présentation relative, on peut la faire également par rapport au PIB. Et là, on voit que la tendance à la baisse est encore plus forte, ce qui nous fait conclure qu'on a, à partir de 2005, vraiment un découplage entre le PIB qui continue sa croissance au cours des années et les émissions de gaz à effet de serre qui diminuent donc, depuis 2005. Alors, ça, c'est une présentation de l'État. Bien sûr, dans la publication, vous verrez des explications sur les mesures et d'autres indicateurs qui explicitent cette décarbonation de notre société. Ici, pour la présentation, j'en ai choisi un qui concerne le transport. Comme je l'ai montré dans le premier graphique, 52% des émissions sur le territoire sont liées au transport en 2021. Et une des mesures qu'on peut mettre en place pour diminuer ces émissions consiste
supporter l'électromobilité. Et donc, c'est l'indicateur qui est présenté ici, où nous voyons en fait l'augmentation du nombre de nouvelles immatriculations, voitures particulières électriques et voitures hybrides, principalement sur les 3 dernières années. Alors, bien sûr, pour l'instant, au niveau total du parc, en 2022, voitures particulières électriques et voitures hybrides ne représentaient que 7% du parc. Le parc est toujours dominé par le diesel à 49% et à 44% donc pour l'essence. Mais on voit donc qu'il y a vraiment, c'est une mesure qui démarre et qui supporte la décarbonation de la société luxembourgeoise. Je passe à une autre question qui est la question de l'empreinte, des empreintes environnementales. Parce qu'évidemment, comme on vient de le voir, sur le territoire, il y a les émissions de gaz à effet de serre qui se réduisent. On voit que c'est lié notamment au transport, c'est également lié à l'industrie, au changement de processus industriels qui ont été mis en place. Mais on peut se poser également la question s'il n'y a pas des changements structurels au sein de l'économie et qu'en fait, on ne garderait au niveau du Luxembourg que les industries ou les activités qui ne seraient pas polluantes et on exporterait toutes les activités polluantes à l'étranger. Alors, pour suivre ce phénomène, on utilise des indicateurs qui font partie de la famille des empreintes environnementales, donc qui permettent de mesurer l'impact de nos modes de consommation, aussi bien sur l'environnement luxembourgeois que sur les pays tiers. Alors actuellement, au Statec, on a calculé 2 empreintes, l'empreinte carbone et l'empreinte matérielle. On compte continuer avec l'empreinte eau et l'empreinte terre. Et ici, c'est officiellement la première fois que l'on publie ces résultats, donc c'est une grande première pour nous. Mais avant de vous montrer les résultats, j'ai besoin de faire un petit point méthodologique pour que vous compreniez bien, parce que je vous ai parlé d'inventaire, d'autres personnes connaissent également les comptes des émissions atmosphériques. Maintenant, je viens de vous parler d'empreintes. Alors, quelle est la différence entre tous ces indicateurs? Donc, quand on va essayer d'avoir un indicateur sur les émissions de gaz à effet de serre, on a 2 grandes possibilités. Soit on va regarder une distinction entre les acteurs, donc soit regarder les émissions des résidents ou les émissions des non-résidents. Soit une autre option est de regarder par territoire, soit regarder les émissions sur le territoire national, soit regarder les émissions dans le reste du monde. Quand on travaille sur les inventaires de gaz à effet de serre, on va mesurer les émissions directes émises par les résidents et par les non-résidents sur le territoire. Donc, on va prendre les émissions sur le territoire des résidents liées à leur consommation propre. On va inclure également les émissions sur les territoires par les résidents liées aux produits qui seront exportés. Et on va inclure également les émissions sur le territoire par les non-résidents, c'est-à-dire les frontaliers qui viennent travailler au Luxembourg, les touristes qui viennent passer quelques jours, ou les sociétés de transport qui viennent faire le plein dans les stations luxembourgeoises. Donc ça, c'est inclus dans le périmètre de l'inventaire de gaz à effet de serre. Si on regarde maintenant les comptes des émissions atmosphériques, là, on fait un travail uniquement sur les résidents. On va regarder les émissions sur le territoire par les résidents, aussi bien en consommation propre qu'en exportation. Mais ce qu'on va ajouter également, ce sont les émissions des résidents émises à l'étranger. Quand des luxembourgeois sont en vacances à l'étranger, ou encore qu'on a des sociétés de transport, d'aviation, qui font des activités à l'étranger. Ceci est inclus dans les comptes des émissions atmosphériques. Alors, vous voyez que sur la droite, en bas à droite, il y a un cadre qui n'a pas encore été allumé, c'est les émissions par les non-résidents pour des produits qui seraient importés par les résidents. Et c'est exactement ça qu'on veut mesurer. On veut essayer de voir si nos modes de consommation au Luxembourg n'ont pas pour impact d'avoir certaines quantités d'émissions de CO2 émises à l'étranger.
Et donc l'empreinte carbone, elle couvre ceci. Elle va couvrir les émissions sur le territoire par les résidents pour leur consommation propre. Elle ne va pas inclure les émissions sur le territoire par les résidents qui sont liées à des exportations. Par contre, on va inclure les émissions réalisées à l'étranger par des non-résidents, mais pour des produits qui seront importés par les résidents. Évidemment, on inclut aussi les émissions directes des résidents à l'étranger. J'espère que maintenant c'est clair les différences entre ces trois indicateurs. Bien sûr, vous l'aurez compris, on ne mesure jamais exactement la même chose, donc c'est pourquoi ces indicateurs sont vraiment complémentaires et sont tous les trois très utiles. Alors, voici les résultats. Donc, l'empreinte carbone, ici présentée en valeur absolue. Rappelez-vous, les inventaires, donc les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire nous montraient une belle décroissance de l'ordre de 28%. Ici, on voit que si on regarde l'empreinte, on n'est pas dans la décroissance. On est à un moment stable, on a même une certaine augmentation sur les dernières années. Évidemment, l'empreinte peut se regarder également à des niveaux de détail différents, mais je vous invite à regarder les barres jaunes où on regarde les émissions importées, donc les émissions de CO2 produits à l'étranger, mais qui sont dues aux produits, biens et services que nous consommons au Luxembourg, et ceux-ci sont en augmentation. Si on regarde dans les années 2011-2012, on était à 6 millions, 7 millions de tonnes CO2. Dans les années 2017-2018, on arrive à 7,7 millions, on monte jusqu'à 8,5 millions sur ces émissions importées. De manière générale, si on regarde les deux extrêmes, de 2010, nous émettions 11,6 millions de tonnes CO2 équivalent. En 2020, 11,7 millions. Donc, l'empreinte n'explose pas, elle n'augmente pas, mais elle reste quand même importante. Alors, vous trouverez dans la publication également des analyses ici en valeur relative. Donc, on a calculé l'empreinte carbone par habitant. C'est quelque chose qui parle beaucoup plus certainement au grand public. Et au Luxembourg, en 2020, notre empreinte carbone par habitant est de 18,7 tonnes CO2 équivalent, en vous rappelant que la valeur qu'il faudrait éthiquement atteindre est de 1,5 tonnes CO2 équivalent. Donc, il y a encore quelques efforts à faire pour réduire notre empreinte carbone. Alors, nous avons également été plus loin dans l'analyse de l'empreinte carbone. Ce ne sont pas des résultats que vous trouverez dans la publication. Nous avons prévu de publier un autre document, un working paper, vraiment dédié à l'empreinte carbone et qui vous présentera en détail ces résultats. Donc, il est possible d'analyser l'empreinte carbone par type d'émission. J'attire juste ici votre attention sur les émissions directes par les ménages, en jaune sur le graphique. Vous voyez que ces émissions directes diminuent entre 2010 et 2020. Donc ça, c'est l'effort vraiment au niveau des bâtiments, des ménages pour réduire les émissions liées à la combustion d'énergie fossile notamment. Par contre, pour les deux autres, donc que ce soit la demande finale d'énergie, donc les émissions liées aux activités des entreprises, on a des valeurs fluctuantes mais relativement stables. Et pour les émissions de CO2 liées aux importations, on a aussi des grandes fluctuations et certainement de fortes augmentations, notamment en 2015. Ça, c'est un premier type d'analyse qu'on peut faire. Un deuxième type d'analyse, c'est une distribution des émissions par type de produit consommé. Et nous voyons ici que le premier produit, service, je vais dire, responsable de nos émissions sont toujours le transport.
4,9 tonnes CO2 équivalent. Vient ensuite la construction. Alors, il faut savoir qu'évidemment, on tient compte également dans ce calcul de l'empreinte des investissements. Donc, ici, la construction correspond à une formation de capital fixe, mais qui est responsable d'une certaine quantité de gaz à effet de serre émises lors de la construction. Viennent ensuite les émissions directes par les ménages, la combustion pour le chauffage, et ensuite d'autres produits plus connus comme la production alimentaire, comme les services immobiliers, les services d'électricité, l'éducation, l'hébergement, etc. Donc, ça c'est pour l'empreinte carbone. Comme je l'ai mentionné, une publication détaillée sera prochainement publiée par le STATEC. Nous avons travaillé également sur l'empreinte matérielle, donc même principe, sauf qu'on ne regarde pas les émissions, on regarde les matières dont on consomme, les ressources dont on a besoin pour les consommations des résidents. Alors ici, je l'ai présenté sous forme d'un autre graphique. J'ai essayé de vous montrer le découplage qu'on peut observer entre le PIB et la consommation de matières premières. Donc les premières années entre 2020 et 2007, entre 2000 et 2007, pardon, il y avait un couplage vraiment entre le PIB et la consommation des ressources. Donc les deux courbes sont croissantes et même la consommation de ressources était supérieure à la croissance du PIB. Et en 2007, au niveau des ressources, on a eu une stabilisation 2006, 2007, 2008 et malgré les variabilités qu'on va retrouver dans le reste de la série, on a une stabilité des consommations des matières premières pour les résidents luxembourgeois, alors que bien sûr, le PIB, lui, a continué sa croissance. Donc ici, nous sommes dans un découplage relatif entre le PIB et l'empreinte matière. De quoi est composée l'empreinte matière première? Il y a encore, malheureusement, toujours principalement de vecteurs d'énergie fossile, donc la consommation d'énergie pour produire les biens et services qui seront consommés par les luxembourgeois reste la principale consommation de matière et seulement ensuite vient les minéraux non métalliques, donc, par exemple le sable pour le béton et la construction. Savoir que la biomasse ne représente que 3% de l'empreinte matière. Alors, comme je l'ai dit en introduction de ce chapitre, nous n'avons pas encore calculé d'empreinte eau. Nous avons quand même voulu dans la publication parler de la problématique de l'extraction de l'eau et vous montrer que par l'indicateur volume d'eau extraite, qui est relativement stable au cours des 12 dernières années, alors que, en bleu ici sur le graphique, la population continue d'augmenter. Donc voilà, en conclusion de ce chapitre, on voit que les empreintes carbone matérielles et le volume d'eau extrait sont relativement stables, mais à savoir quand même encore trop élevés. À côté de nos empreintes, on peut regarder également les sources de pollution, quel est l'impact de nos activités à ce niveau-là. On a mis dans la publication notamment les déchets par habitant, collecte de déchets par habitant. On observe un maximum au niveau de l'année 2008 avec 704 kg par habitant. Et depuis 2008, un déclin, une réduction de la production de déchets municipaux pour arriver à 571 kg par habitant. Donc on est assez satisfait de ce déclin, mais rappelez quand même que la moyenne européenne est de 505 kg par habitant. Donc on est quand même largement au-dessus de la moyenne européenne. Ce qui est important de regarder également, c'est ce qu'on fait avec ces déchets. Donc là, vous avez la désagrégation de la gestion des déchets. Ce qu'on observe, c'est qu'on a depuis de nombreuses années une réduction de la mise en décharge de l'ordre de 22 points de pourcentage entre 1995 et 2020. Et à contrario, une augmentation du recyclage,
18 points de pourcentage, et du compostage, 13,2%. Il laisse à penser que au niveau des déchets, on évolue quand même vers une économie qui est plus circulaire. Au niveau des pollutions, on a voulu parler également de la qualité de l'air. Alors là, il a fallu bien sûr choisir un polluant. Nous avons choisi pour cette publication les particules fines. Donc les particules fines, ce sont des particules en suspension dans l'atmosphère, principalement en milieu urbain. Si leur diamètre est inférieur à 2,5 microns, on va les appeler PM2.5. Et nous avons choisi cet indicateur car avec cette petite taille, ces particules fines peuvent entrer dans les poumons et vraiment profondément au niveau des alvéoles. Et en 2013, en fait, le Centre international de recherche sur le cancer a classé l'ensemble des particules fines comme cancérigènes certains pour l'homme. Donc, c'est vraiment important pour la santé humaine, santé environnementale, d'avoir une réduction de ces particules fines. Et vous voyez que c'est ce qu'on observe en fait en moyenne annuelle. Courbe jaune ici, les PM2.5 sont en réduction au cours des 10 dernières années. Alors l'origine de ces PM2.5, c'est principalement la combustion de bois, combustion de fuel. C'est pour ça que vous voyez notamment sur le graphique de droite que les ménages sont encore responsables à 24% de la production de particules fines. C'est lié à la combustion de chauffage bois et fuel, mais également le transport. Donc toute voiture diesel émet également encore des poussières fines. Dans la publication, on a parlé également d'une source de pollution pour les sols qui sont les engrais chimiques, avec des engrais azotés qui sont relativement stables, avec des engrais phosphatés et potassiques qui sont uniquement en réduction entre 2005 et 2010, mais après présentent une certaine stabilité. Je passe directement au chapitre 6. Parce que nous pensons que cette transition écologique qui vise à réduire les gaz à effet de serre, qui vise à réduire les sources de pollution, doit aussi être une source d'opportunité. Et donc, nous voulons voir si notre économie profite de ces opportunités et donc devient une économie plus verte. Alors, comment on définit une économie verte? C'est une économie qui va regrouper deux types d'activités. Des activités classiques mais réalisées avec des processus moins polluants ou moins consommateurs d'énergie, et également des activités vraiment écologiques dont la finalité est la protection de l'environnement et la gestion des ressources naturelles. Alors, pour mesurer cette économie verte, ici sur le graphique, je l'ai comparé pour deux indicateurs, la valeur ajoutée et l'emploi, aux indicateurs nationaux. Et ce qu'on voit, c'est que l'économie verte, par rapport à l'économie nationale, évolue de manière similaire entre 2008 et 2015-2016. Et à partir de là, vous voyez, par exemple, la courbe jaune sur le graphique, la valeur ajoutée de l'économie verte grimpe beaucoup plus que l'économie nationale. Donc, on a un dynamisme qui est vraiment plus grand au niveau de l'économie verte depuis les années 2016, et ça se traduit également pour l'emploi, ici en bleu foncé sur le graphique. Alors, à côté d'une économie verte, on souhaite également avoir une économie efficiente. Et une économie efficiente, ça veut dire être sobre au niveau de sa consommation en énergie. Ici, je vous ai montré en jaune la consommation énergétique totale de notre économie. Vous voyez qu'elle abordait une certaine décroissance entre 2005 et 2015, une remontée ensuite. Entre 2005 et 2021, en fait, on a une diminution de 9% de la consommation énergétique. Pour rappel, l'objectif du PNEC à l'horizon 2030 est d'avoir une réduction de 44%. Encore quelques efforts.
À côté de l'efficience énergétique, on veut également une économie low carbone, c'est-à-dire qu'on doit augmenter la part d'énergie renouvelable. Ici, c'est un indicateur qu'on vous présente également dans la publication. La part d'énergie renouvelable dans la consommation finale. Une croissance lente. Et je voulais juste expliquer également en 2018 et en 2020, vous voyez qu'il y a des augmentations brusques au niveau des parts d'énergie renouvelable. Vous savez que la directive européenne nous autorise à faire ce qu'on appelle usage des transferts statistiques, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à avancer assez vite sur le territoire, on peut investir également à l'étranger et ces investissements, ces gains à l'étranger sont comptabilisés également pour le pays. Et c'est pourquoi vous avez une différence en fait en 2018 et en 2020. Et en bleu, c'est sans transfert statistique, vous avez la valeur de la part d'énergie renouvelable dans la consommation finale. Dans la publication, vous aurez aussi une analyse sur quelle énergie renouvelable. Au niveau de la production d'électricité, ce sont bien sûr principalement l'éolien et le photovoltaïque. Ici, les années 2013 pour le photovoltaïque et 2015 pour l'éolien. Et vous aurez un graphique similaire également sur les centrales de chauffage dans la publication. Dernier chapitre de la publication, on a regardé si les instruments financiers qui pourraient supporter la transition de notre société vers plus de durabilité étaient présents. Il y a 4 outils qu'on peut imaginer, les taxes, le cap and trade, les subsides et les dépenses. Au niveau des taxes environnementales, voilà l'évolution. Alors, j'aimerais bien d'abord que vous regardiez les courbes en jaune. Et vous voyez que entre 2005, 2010, 2015, 2020, le montant des taxes environnementales perçues n'évolue pas vraiment au cours des 15 dernières années. Et si on prend l'indicateur en comparaison du total des taxes perçues, c'est les parts bleues sur le graphique, on voit que cette part diminue dans le total. Le deuxième outil, c'est le cap and trade. Donc, comme vous le savez certainement, les entreprises ETS ont l'obligation de disposer de permis équivalents aux quantités d'émissions de gaz à effet de serre qu'elles émettent. Une partie de ces permis sont alloués gratuitement, mais pour une autre partie, les entreprises doivent les acheter sur le marché européen. Et donc, nous avons regardé ici le prix des permis sur la bourse européenne. Donc, un prix en euros par tonne. Ce qu'on observe, c'est que avant 2018, le prix était très faible, inférieur à 10 euros par tonne, donc assez peu d'influence. On a eu une augmentation les années 2018, 2019, 2020 pour dépasser les 20 euros par tonne. À titre de comparaison, la taxe carbone qui a été implémentée en 2021 était de 20 euros la tonne pour toute consommation d'énergie fossile. Et ce qui est intéressant en 2021, là sur la bourse européenne, on a vraiment une augmentation du prix de la tonne CO2, donc pour dépasser les 50 euros la tonne. Autre outil disponible pour supporter la transition de l'économie, ce sont les subsides, que ce soit des transferts courants ou également les transferts en capital. Vous voyez ici une série qui fluctue quand même d'une année à l'autre. En 2020, donc, on avait 179 millions d'euros de soutien donc, aux activités favorables à l'environnement. À titre de comparaison, les subsides indirects aux énergies fossiles en 2020 étaient de 123 millions. Donc, on a des ordres de grandeur qui sont assez similaires pour la protection de l'environnement et pour le soutien aux énergies fossiles.
Dernier outil qu'on peut mettre en place, l'augmentation donc des dépenses publiques, qu'elles soient publiques ou privées, des dépenses pour les services de protection environnementale. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'on observe depuis 2008 vraiment une augmentation des dépenses en faveur de la protection de l'environnement, principalement dans les domaines de la gestion des eaux usées, de la gestion des déchets et de la protection de la biodiversité. Donc ici, j'en termine avec la présentation de la publication et des indicateurs que nous avons collectés et mis dans cette publication. J'espère que je vous ai donné envie de lire cette publication. Donné envie également de regarder sur notre portefeuille statistique les différentes informations disponibles. Et voici nos réponses aux 7 questions que nous avons posées dans cette publication. À vous, à la lecture de ces questions, de vous faire aussi vos propres conclusions. Ceci termine ma présentation. Vous avez également mon email si vous souhaitez poser des questions par écrit. Question confidentielle.